La mer Méditerranée, coupé. C'est un abruti. Je vais sur le ring, je vais dans la cage et puis j'ai un couteau. Je fais quoi? Frère, tu triches, t'as un couteau. T'as vu ce qu'il s'envoie lui? Moi je vois la différence. Le mec il m'attrape le poignet. Tu sens une force, tu fais. T'arrives quoi là? Je me suis mis 8 encore et 6 en visage, ça me fait une moyenne de 7 sur 10. Je suis un 7 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est la complète de la sueur, donc dans cette interview, on va revenir sur ta vie, comment t'en es arrivé là où t'en es arrivé, et puis essayer de connaître un petit peu mieux qui est Greg Bushlag. Ok. En gros, BJ Penn, il venait d'une famille où il aurait pu faire ce qu'il voulait, et grosso modo, il n'avait pas besoin du combat pour faire sa vie ensuite, et pour faire les études qu'il voulait, etc. Mais il l'a fait parce qu'il le voulait, que ça lui plaisait, que ça l'attirait plus que toutes les autres choses qu'il connaissait dans sa vie. Apparemment, pour toi, c'est un petit peu pareil dans le sens, t'avais pas besoin de ça, t'aurais pu faire autre chose, mais t'as voulu aller vers le combat. Est-ce que c'est vrai? Et ramène-nous un peu en arrière sur comment t'as trouvé ça, ta jeunesse, et comment c'est parti du tout début. Eh bien, je pense que le fait de vouloir faire ce qu'on aime, c'est un peu une priorité dans la vie. Si c'est juste pour survivre et être un tube digestif, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. Donc, ces passions, tant qu'elles ne nuisent pas aux autres, il faut y aller à fond. Et c'est sûr que les sports de combat, et les arts martiaux en général, ça plaît de toute façon toujours aux petits garçons. Et c'est un rêve de petit garçon, tu vois, c'est comme devenir pompier ou ce genre de choses. Donc non, j'en avais pas besoin, mais je suis pas sûr que beaucoup de personnes en aient besoin. Surtout en France, où on peut vivoter même avec des allocations familiales sans se prendre la tête. Tu peux avoir ton appartement dans un endroit un peu pas ouf, à 300 € avec des aides et avoir de l'eau en tirant le robinet. Donc tu vas à Lidl et puis t'auras des pâtes pas chères. Et tout ça, donc tu peux survivre. Mais est-ce que le but de la vie c'est de survivre? Non, c'est de vivre en kiffant, quoi, en ayant des grands rêves. Et si tu cherches pas à les accomplir, je pense que ta vie elle sera un peu triste. Qu'il n'y aura pas de sens, quoi. Ouais. Et du coup, toi, depuis le début, tu as su que c'est vers là que tu voulais aller et c'est ça qui aurait du sens pour toi, même depuis tout petit? Quand tu es petit, tu te cherches un petit peu. Quand tu es petit, tu joues à la baballe et tu joues avec tes crottes de nez, tu regardes les papillons. Donc voilà, tu n'as pas trop de réflexion à ce niveau-là. Quand tu deviens adolescent, tu es en train de te chercher. Il y a tes hormones qui te poussent à aller à droite ou à gauche. Tu as envie d'explorer le monde, de le conquérir aussi. Et puis par la suite, à la fin de l'adolescence, c'est là où tu commences à comprendre qu'est-ce qui t'attire ou pas. Et moi, les arts martiaux, les sports de combat, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé ça dingue. Être capable de dominer un autre être humain avec des techniques élaborées, c'est quelque chose de fantastique. Alors qu'à la base, il t'aurait cassé la gueule, toi. Tu vois, moi, je sais que maintenant, je peux casser la gueule à 99,99% des êtres humains. Alors les gens vont dire « Ouais, tu te la pètes ». Non, mais ça fait beaucoup, il y en a quand même beaucoup qui me cassent la gueule. C'est quand même quelques millions qui me cassent la gueule. Hein, si on fait prenez votre calculette. Et donc c'est chouette, parce que je n'étais pas très prédisposé à ça. Peut-être que sans les sports de combat et tout ça, j'aurais pu défoncer 50%. Alors après, tu vas me dire le sens de la vie, est-ce que c'est vraiment ça d'être à 99,99 ? Pour moi, oui, c'est le sens que je lui donne. Et c'est ce qui me fait me lever le matin avec le sourire, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de combattants, par exemple GSP, etc., c'est Bruce Lee, les films de Bruce Lee ou de Jean-Claude Van Damme. Il y en a d'autres, et eux aussi, qui ont été, pour Georges Saint-Pierre, particulièrement brutalisés quand ils étaient petits, donc c'est les deux en même temps. Est-ce que pour toi, ça t'a toujours intéressé, mais il y a eu un déclic? Ou est-ce que ça a été un parcours naturel vers, à un moment donné, tu es devenu combattant professionnel? Alors, les déclics, je pense qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas un avant et un après. Dans la vie, il y a des avant, des après. Il n'y a pas d'avant-après en ce qui concerne mon appétence pour les arts martiaux et les sports de combat. Je pense que c'est venu progressivement avec des influences que je peux voir même sur tes étagères. Donc là, je vois Broly. Donc c'est une de mes influences, Dragon Ball. Et les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, c'était des hommes qui me fascinaient par leur charisme, leur prestance, leur capacité à casser des bouches, à imposer
le respect, l'honneur et la rectitude à travers leur force. Donc voilà, outre le fait que ce soit des hommes puissants, c'est aussi des hommes de valeur. Et ça a forgé à la fois mon caractère et mon souhait de devenir un combattant. Et puis en même temps, j'étais quelqu'un d'assez chétif, peureux. Ça, je le suis toujours. Chétif, je le suis plus. Et puis voilà, je savais pas rendre les coups, maintenant je sais les rendre. Donc il y a des choses qui, tu vois, comme la chanson d'Oxmo Puccino qui disait même l'enfant seul, avec un torse poilu, reste seul. Je pense qu'on reste toujours au fond de nous, le petit garçon qu'on a été. Nos peurs, elles sont difficiles à exorciser. Et on le fait de la meilleure façon qu'on peut. Et moi, la meilleure façon que j'ai trouvée pour le faire, c'est d'aller dans des cages, dans des rings, et de poursuivre mon aventure, même à 44 ans, à travers des affrontements plus ou moins épiques dans les vidéos que je fais sur Karaté Bushido. Et ce passage que tu as eu, parce que tu es quand même passé par donc, la plus grosse organisation à l'époque, qui était le Pride, forcément, et tu en as parlé énormément. Ce passage, pour toi, de la carrière pro, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que justement pas de regrets parce que tu as fait ce que tu as pu et ce que tu as voulu faire, quel que soit le résultat qui soit arrivé? Avec le recul, comment est-ce que tu vois la carrière pro que tu as eue en MMA? Alors la carrière pro que j'ai eue en MMA, elle est assez courte. En fait, il y a 9 combats. Je ne considère pas forcément je ne vais pas juger la carrière d'un combattant au nombre de combats qu'il a eu, mais plutôt qui il a combattu, comment, et comment ça s'est terminé. Voilà. Donc 9 combats. Dans le lot, il y a 5 combattants UFC, et j'en ai battu 3. J'ai été le premier combattant français à battre un gars qui avait gagné à l'UFC. C'était Mark Ware en 2001. Un des premiers combattants à aller au Pride. Voilà, j'ai perdu contre Moussassi, contre Jucao. Voilà, c'est les 2 mecs qui ont fait l'UFC qui m'ont battu, les autres je les ai battus. J'ai combattu 2 fois pour la ceinture du Cage Warrior. Et j'ai aussi performé à un moment où la France était moribonde dans le paysage des sports de combat, enfin, en tout cas du MMA. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux, d'un peu sulfureux. On ne savait pas où on mettait les pieds, à vrai dire. Alors que maintenant, tu vois, même les petits jeunes, ils sont là, ouais, bon, je vais faire un combat de cage. Ils te disent ça avec une désinvolture incroyable, alors que nous, à l'époque, on était vus comme Christophe Colomb. Mais tu vois, j'y pense maintenant, effectivement. Christophe Colomb qui traverse la mer, l'océan Atlantique. La mer Méditerranée, coupé! C'est un abruti! Donc il traverse l'océan Atlantique, bon, il l'a fait avec 3 bateaux, et il ne savait pas où il allait. Maintenant, bah écoute, tu prends ton billet d'avion, puis bah écoute, je vais à New York. D'accord. C'est une très bonne analogie, je viens de la découvrir, et je viens de la comprendre, et bon, j'étais pas Christophe Colomb non plus, faut pas déconner, hein. J'avais un petit bateau à moteur, mais je savais pas où j'allais, franchement. Mais c'est ça, et justement, c'est ce qui fait que Georges Saint-Pierre, par exemple, il disait aussi, lui, il est plus fasciné par ces gars-là. C'est-à-dire que Georges Saint-Pierre, lui aussi, au moment où il a commencé sa carrière, c'était dans des réserves indiennes où tu savais même pas qui t'allais affronter, les règles étaient à peine, tu savais à peine ce qui allait se passer. C'était tellement une autre époque, et justement pour toi, le fait que les premiers combats que tu as fait, rien n'était encore connu, et il n'y avait pas Internet, encore moins comme c'est aujourd'hui, la rapidité de l'information, etc. Donc tu savais pas où tu mettais les pieds, tu savais juste que c'était donc du combat libre, tu savais pas contre qui probablement, tu connaissais pas exactement les gars. C'est justement, est-ce que c'est le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu te considères comme peureux? Est-ce que c'était justement, tu savais que ça fait flipper de ouf, tu sais même pas où tu vas, et c'est justement pour, entre guillemets, aller de l'avant vers cette sensation que t'aimes pas, que tu l'as fait? Bah c'est... Il n'y a pas une notion de on-off. Tu appuies sur un bouton, tu allumes, t'éteins. C'est pas t'es peureux et t'es courageux. C'est quelque chose qui est très progressif. Quand tu regardes les étoiles de la nuit, bah, tu les regardes, elles bougent pas, tu les regardes, elles bougent pas. Puis si tu les regardes pas pendant 3 heures, tu les regardes, tiens, elles ont bougé. Donc c'est des micro-changements dans ton attitude et dans tes expériences qui font qu'au bout d'un moment, tu vas aller dans une cage, et puis tu seras là, tu feras... Ouais, bon, bah, l'autre fois, j'ai fait à peu près pareil, tu vois. Donc moi, j'ai commencé avec le karaté à la touche. Déjà, je balisais. Après, j'ai fait le jiu-jitsu brésilien. J'avais peur aussi.
Après, on fait des combats libres amateurs, ce qu'on appelait des combats libres amateurs. Donc tu vas à droite à gauche, dans des interclubs, trucs comme ça. Et puis à un moment, bon, bah, tu te trouves assez... tu as du talent, entre guillemets, en tout cas tu travailles. Tu es accompagné par des gens qui sont super forts, tu vois, des gars comme Akio Long, qui sont peut-être plus connus maintenant. Il y avait des profs de boxe, les profs de boxe de Nanterre qui me cassaient la gueule. Il y avait Cyril Diabaté, avec qui je me suis entraîné, Xavier Foupa-Pocan, tout ça. Greg Baben, d'ailleurs, qui a gagné son combat récemment. Coucou Greg, un mec adorable. Donc, quand tu t'entraînes avec ces gars-là, Anthony Rod, David Pierre-Louis, j'en oublie plein. Quand tu t'entraînes avec ces gars-là, c'est des machines, et ben, au moment tu te dis, bon, bah, si j'arrive de temps en temps à les malmener, bah, c'est que je dois être pas mauvais aussi. Donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, ok, je vais y aller. Donc, c'est pas un saut dans le vide. Et petit rappel aussi, ça a son importance, le courage, il n'est rendu nécessaire que par la peur qui est sous-jacente. Si tu n'as pas peur, tu n'as pas de courage en fait. C'est ce qu'on appelle être téméraire. Donc le courage, il est manifesté par une peur qui est sous-jacente. Donc finalement, je me lance des fleurs et effectivement, je suis courageux parce que je suis peureux. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais c'est tout à fait logique. Et sur cette période aussi, sur le combat, c'est ce fameux indique qui m'a dit qu'en gros, il y a aussi une des choses, une des choses qui apparemment te serait passée par la tête à ce moment-là, c'est le fait que tu as combattu au Pride, tu as combattu des monstres, tu parles de Moussassi, et certains des combattants, pas forcément lui, mais que tu aurais rencontré apparemment, tu t'es rendu compte aussi que les mecs sont tellement solides, mais presque trop pour que ce soit normal. Tu t'es dit, ok, là, soit du coup, je commence à me charger pour essayer de compétitionner avec eux, soit ça n'a pas forcément d'intérêt de continuer. Il y a du vrai là-dedans ? Alors oui, il y a du vrai. Déjà, je pense que ton indique, c'est mon livre. Achetez-le à Fnac. 19,90 €. Tais-toi, j'allais parler là. C'était mon moment pub. Achetez-le. Oui, c'est ça. Il y a des moments qui sont traumatisants. Hein, tu te dis merde, comment ça se fait Alors, l'histoire du dopage, parfois, c'est une excuse à certains qui n'ont pas réussi, et puis qui vont dire ouais, mais il est dopé, donc et pas moi, donc c'est pour ça. Bon, le fait est que je ne suis pas dopé, je ne me suis jamais dopé, parce que, je sais pas, tu triches, et 2, c'est hyper dangereux. Il me semble que ça réduit, enfin ça peut casser ta libido. Et puis moi, c'est super important aussi pour moi, la sexualité des gonzesses. Donc je veux garder ça au top, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas une machine, mais voilà. Et donc il faut faire, c'est un équilibre la vie. Hein. C'est pas prendre des coups dans la gueule, avoir un cerveau en bouillie, et puis être à 45 ans. Ouais, je suis content, j'ai remporté le Pride. Bref, qui coule. Ouais. Donc, c'est un équilibre. L'excès d'une chose ou le défaut d'une chose, c'est pas bon. Voilà, c'est Aristote qui nous l'a appris, c'est pas moi qui vous le dis. Donc, la modération, même dans un parcours de combattant de MMA, c'est possible. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue à faire, même dans mes vidéos, en me protégeant au maximum, tu vois. Parfois, il y en a qui vont me reprocher de trop me protéger. Bon, bah les gars, allez-y face aux gars et puis montrez-nous sans protection ce que vous faites. Allez-y. Hein, je regarde et puis j'applaudis. Donc voilà, il faut préserver son intégrité physique, son intégrité intellectuelle. Et c'est sûr qu'à un moment, si tu es obligé de te shooter pour performer, ça ne m'intéressait plus du tout. Parce qu'en fait, c'est pas toi. Hein. À ce moment-là, moi, je prends un couteau, je vais sur le ring ou dans la cage, et puis j'ai un couteau. Ben, je fais quoi ? Bah quoi ? Mais frère, tu triches, t'as un couteau. Eh ben, t'as vu ce qu'il s'envoie, lui ? Moi, je vois la différence. Je vais pas le balancer, j'ai un élève qui a commencé à faire ça. Bon, on se fout de sa gueule, d'ailleurs. Hein. Mais je lui dis, ne fais pas ça, t'es un fou. En 2 semaines, le mec, il m'attrape le poignet. Tu sens une force, tu fais
Il t'arrive quoi là? Il t'arrive quoi? Il a bien mangé, quoi. Ah ouais, mais le mec c'est devenu un monstre. Enfin, en force, tu vois, mais ça m'a pas empêché de le défoncer, bien sûr. Alors qu'il est beaucoup plus lourd que moi, mais bon. Mais ouais, t'as senti la différence immédiatement en espace de... J'ai senti ce que je ressens avec certains combattants que je ne citerai pas, parce qu'il y en a, c'est des copains. Puis quand j'ai combattu aussi au professionnel, voilà, tu vois, tu fais, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'habites où, frérot? C'est quoi le nom de ton boucher? Ça va pas, quoi? Ouais. Ah non, c'est n'importe quoi. Ouais, mais ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent aussi, c'est exactement ça, c'est une force qui est même pas, c'est pas qu'il est genre plus fort, c'est différent. Dans le sens, c'est presque comme s'il était en métal ou ça n'a pas de sens. Oui, en fait. oui, c'est ça. Tu es là, tu essaies de le bouger, ça ne bouge pas, c'est marrant ça. Alors que pourtant, je suis connu pour ma force. Je peux dire, quand je combattais en grappling, bon, je remportais quoi, j'avais un ratio, je sais pas, de 95% de victoire en grappling, et j'étais connu pour ma force, tu vois. Mais il y en a d'autres, c'est n'importe quoi. Mais après, il y a des forces de la nature aussi, hein, ça existe. Moi, je connais des mecs, par exemple, ils font pas de muscu, ils te font 10 tractions, pour eux, ça va, c'est facile. Je fais, ah bon, ils prennent leur poids de corps, ils font développer couché, ils le font. Donc, je suis d'accord qu'il y ait des gens qui soient les forces de la nature, mais à un moment, il y a peut-être des limites, quoi. Mais peut-être que je trouve une excuse à mes propres faiblesses. Et je vais jeter à la pierre à personne. Après, voilà, quand tu te fais contrôler positif, après, t'es foutu, hein, t'es grillé. Pour moi, t'as plus aucune crédibilité. Hein. Et tu vois, et je pense à ça, et je te dis ça, et là, j'ai dans la tête Anderson Silva, par exemple. Et je fais merde. Ou John Jones. Mmh. Alors que c'est sans doute mes combattants préférés, tu vois. Ouais. Et ils ont été contrôlés, positifs, à des produits dopants. Ouais, ça te fait quoi quand t'as entendu ça? Parce que c'est vrai qu'Anderson Silva, particulièrement lui, qui est une légende pour des milliers de combattants. Alors effectivement, il y a le fait qu'il s'était cassé la jambe, et c'est vrai aussi, les docteurs le disent, il faut prendre des stéroïdes pour consolider, ou en tout cas, j'y connais rien, mais améliorer la rapidité, j'imagine. Donc on a presque envie de rationaliser comme ça en se disant non mais ça peut être ça aussi, et ce qui est peut-être vrai. Mais toi, quand t'as entendu ça, par exemple, pour Anderson Silva, qu'est-ce que ça te fait du coup quand t'as, je sais pas si c'était une idole de jeunesse ou quelqu'un que t'estimais beaucoup, et où t'entends ça sur lui? Bah, tu vois, là, ce que tu viens de me dire, je savais pas, par exemple. C'est pour ça qu'avant de se prononcer, il faut avoir tous les sons de cloche. Mmh. Bon, bah, écoute, si c'est pour consolider l'os, oui, pourquoi pas. Bon, oui, bah, évidemment. Oui. Ouais. Hein, c'est comme, je vais te mettre des tiges en fer dans les tibias pour que tu récupères plus vite, je sais pas. On va dire que c'est de la triche. C'est une aide extérieure, mais bon. Après, John Jones, on sait qu'en dehors, manifestement, c'est pas une bonne personne. Même si c'est difficile de juger les gens, hein. Très difficile. Ouais, parce que c'est vrai que pour John Jones, on a tous les rapports de police et on est humain, tout le monde a envie de faire du commérage, etc. On a envie de juger. Il a cogné sa femme, c'est ça? Ouais, c'est apparemment, allegedly, apparemment, voilà, c'est ça. Parce que Greg MMA, du coup, déteste les anglicismes. T'allais dire quel mot en plus? Allegedly. Qu'est-ce que tu racontes là? Et là, t'as perdu la moitié des gens. Mais oui, c'est pour ça. Et donc, c'est apparemment, mais du coup, bon, enfin, sans aller dans les détails, mais effectivement, il est parti de l'hôtel. Sa propre fille, avait appelé la police ou a demandé qu'on appelle la police. Sa femme avait des marques au visage, donc il semblerait que. Bon, là, tu vois, par exemple, là, il perd toute crédibilité. Tu tapes une nana, voilà. Et comment est-ce que tu expliques... dormir maintenant. Mais justement, comment est-ce que tu expliques le fait que la fascination reste malgré ça? C'est-à-dire que du coup, c'est John Jones, c'est une superstar, et un peu comme Conor McGregor qui va frapper des vieux dans des bars, et on est tous humains, on fait tous des conneries, mais quand t'entends, différentes certains, mais quand t'entends ça, et quand tu vois aussi que la fascination reste pour ces gens-là, malgré tout ce qu'ils peuvent faire en dehors de la cage, comment t'expliques ça? Oh, bah, c'est pas compliqué, il faut arriver à dissocier l'œuvre de l'auteur. Et ça, on peut le dire pour plein de personnes. Hein, il y a des gens qui vont avoir des pensées sales. Ça existe, les pensées sales. Il y a des comiques merveilleux. Il y a des gens qui vont être des combattants extraordinaires et qui vont tabasser leurs femmes. Il y a des gens qui vont peut-être être des auteurs magnifiques et qui vont avoir des idées pareilles, dégueulasses. Voilà. Essayez de les trouver là, les trois là. Bon, c'est facile.
Et il faut arriver à dissocier ça. Donc en tant que combattant, voilà, John Jones, moi, il me rend ouf, j'adore. Conor McGregor, voilà, hein, il fut un temps où il était magnifique, merveilleux. Puis à côté de ça, on peut les juger autrement pour leurs autres faits d'armes, mais il ne faut pas juger l'ensemble d'une personne à travers un prisme. Le prisme, il est global et chaque couleur qu'une personne peut nous présenter, il faut l'appréhender d'une façon et juger ça et pas ça. Tu vois, voilà. Là, il a été con, mais il est très bon. Là, ce monsieur est très drôle, mais là, il déraille. Ce monsieur écrit des livres magnifiques, mais là aussi, il déraille. Et là, tu as dit que justement que tu avais été voir Mousasi en Hollande. Ouais. Quelle relation tu gardes, est-ce que avec certains, ou plus que d'autres on imagine, parce qu'il y a aussi des atomes crochus, quelle relation tu gardes avec d'anciens adversaires et comment ça se passe quand tu vas les revoir, quand vous discutez, avec des gens avec lesquels tu as partagé ce que tu as partagé dans une cage ou dans un ring? Ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui te ressemblent, d'autres non. Tu vois, un mec comme Mousasi, il est comme moi. C'est un mec tranquille, sympathique. Enfin, bon, non, c'est vrai, moi, je suis sympathique. Donc, c'est que Beau gosse. Tout pareil. Non, je suis pas mal. Tout comme. Un petit coup, mais attends, je me suis jugé l'autre fois. Moi, j'adore juger. Je me suis mis 8 encore et 6 en visage. Ça me fait une moyenne de 7 sur 10. Je suis un 7 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, mais ouais. Tu sais, les gens, à chaque fois, ils jugent, ils disent il fait comment ça, tu donnes des notes aux gens? Moi, je donne des notes aux gens, aux filles, aux mecs, au corps et la tête. Hein, je me suis donné une note, mon corps, ma tête. On peut tout noter, les notes, c'est des appréciations. Hein, 5, c'est médiocre. 7, C'est la moyenne, 7 c'est bien. Oui, médiocre. Oh, la moyenne, c'est médiocre? Alors, je vais vérifier sur mon... Je vais faire OK Google, je crois que médiocre, ça vient de moyenne. De moyen. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît? Tu peux vérifier? Attends, on va voir ça. Alors, médiocre. Étymologie médiocre. Voilà. Alors ça, c'est un truc que je vous conseille. Quand vous entendez des mots que vous ne comprenez pas, prenez votre téléphone et puis là pour le coup, la technologie est là pour nous servir et pas nous asservir, comme disait Akhenaton. Absolument. Et alors, il y a donc la définition qui est la vieille définition et la moderne. La vieille définition, effectivement, c'est moyen. Ça veut donc dire moyen. Tintin. Ah ouais. Et non, musique de Zelda. La moderne, c'est... et c'est marrant d'ailleurs que ça ait évolué comme ça. La moderne, c'est qui est en dessous de la moyenne, qui est insuffisant. Ouais, je sais. Moi, je suis un mec old school, moi. Tu vois qu'en fait, la société, elle se dégrade un petit peu. Il cherche la facilité et on perd le sens des mots. C'est dommage. Donc je ne sais pas pourquoi on a changé ça. Après, l'Académie française, elle sera peut-être à même de nous le dire, mais bon. Parfois, c'est bizarre. Non, médiocre, ça vient de la racine moyen. Donc médiocre, c'est moyen. D'accord? Tu vas faire quoi, de toute façon? Je ne suis pas face à toi, en vrai. Il faudrait que tu te déplaces. Ça me permet de faire une super tangente. Alors, du coup, Mousasi, super sympa. Ah oui, alors. Paolo Filho aussi, de temps en temps, on s'envoie des petits mots. Paolo, lui, j'ai de la peine pour lui. Parce que, avec tout ce qui s'est mis dans le cornet, maintenant, il est parti en dépression. Hein. Et puis, il n'a plus rien à voir avec le combattant extraordinaire qu'il était. Ah oui? Ah bon, tu ne savais pas? Je savais même au niveau de sa personnalité, je ne savais pas qu'il y avait eu un énorme plongeon. Il était à 13 victoires, 0 défaite quand je l'ai combattu. Sur son palmarès, ouais. Mais il m'a battu. Putain. Et parfois, tu vois, il y a des mecs qui me font des compliments. Et je pars un peu dans tous les sens. Paolo Filho qui m'avait dit putain, j'ai plus galéré contre toi que contre Murillo Ninja, le frère de Shogun. Là, j'étais content. Et là, le Mousasi, il m'a dit quoi? Il m'a dit je pense qu'à l'époque, tu étais meilleur que moi, que tu aurais dû me battre. Wow. Ouais. Et il m'a dit mon meilleur souvenir en compétition, c'était quand je t'ai battu toi, parce que c'était la première ceinture que j'obtenais. Et ça on l'oublie jamais. Et j'ai fait waouh, trop fort. Et en fait,
Ouais. En fait, j'ai perdu contre Moussassi. Il m'a dit, j'ai pas compris pourquoi tu t'es précipité alors que tu étais sur moi là. Et voilà. Mais bon, l'arbitre, bon, les gens connaissent l'histoire. Mais l'arbitre me disait, move, I make you stand up. Move, I make you stand up. Et je fais, oh non, pas stand up avec Moussassi, pas stand up. Alors je suis parti sur une clé bidon et après il m'a tabassé. Mais là, j'ai remis un peu les gants avec lui très légèrement parce qu'en pied-point, c'est une furie. Et il a un jab. Tu le vois pas venir, pouf, pouf, allez hop. Non, c'est un monstre. Ouais. Et puis en grappling, j'ai bien assuré, je suis content. Mais allez voir la vidéo sur Karaté Bushido, elle va sortir bientôt. On était voir aussi Gronart. Voilà, maintenant je parle un petit peu hollandais. Pays magnifique, magnifique. Très belle femme. Très belle architecture. Il fait bon vivre apparemment. Ah, ouais. Puis, alors peu de bruit, parce qu'il y a beaucoup de vélos. Alors tu vois, Anne Hidalgo, là, on lui casse souvent du sucre sur le dos, parce qu'elle veut tout piétonniser ou mettre des vélos. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, ouais, ok, c'est un truc de bobo, on est d'accord, à mort, mais c'est pas mal. Non mais c'est vrai. Ah ouais, les gens qui sont pauvres et qui doivent prendre leur voiture, ok, il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'est sympa. Alors, je vous dis ça en tant que privilégié qui habite à Paris même. Voilà. Je parle pour ma paroisse. Prêche pour ma paroisse. Et bah alors, ça me permet de faire une tangente aussi, lorsque tu disais pourquoi pas que la société, même pas pourquoi pas que la société, ça se dégrade un petit peu. Pour l'instant, là, on est sur un cycle un petit peu qui va vers le bas, comme on dirait. Mais est-ce que à travers les vidéos que tu fais, parce qu'on voit aussi, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Ken et des gens charismatiques que tu essayais d'imiter, il y a des gens que tu vas voir aussi avec lesquels tu t'entraînes. C'est autant pour l'aspect martial, on le voit dans la manière que tu as de faire aussi des interviews en même temps avec eux. Bon, je pense évidemment au Major Gérald et à d'autres, qui sont clairement des exemples aussi. Est-ce que c'est un petit peu ça, ou même complètement ça, que tu essayes en même temps de faire que de divertir, c'est de faire rencontrer à un large public des gens comme ça, qui ont ces valeurs-là, qui sont aussi charismatiques, pour peut-être essayer d'améliorer un petit peu ce que tu peux améliorer? Bon, comme je dis souvent, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour que cette société soit meilleure, je vais le faire. À mon humble niveau, je ne suis pas grand-chose. Mais bon, j'ai une certaine audience, et des gens qui m'écoutent, qui me prennent comme modèle. Quant aux gens que je vais voir, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Ça peut être des cons ou pas. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment déjà arrivé, mais en général, les gens sont super sympathiques. Ça se ressent dans les vidéos. Et souvent, quand on lit les commentaires, les gens sont surpris. Ils font « Putain, j'imaginais pas le mec comme ça. » Peut-être que j'ai une bonhomie qui incite les autres à être sympathiques. Donc tant mieux si je peux faire ressortir le bon des individus. En même temps, je pense que les sports de combat, ça rapproche les gens. On se tape dessus, on se montre qu'on se domine, et puis après, on se serre la main et on rigole. Tu vois. C'est un peu comme au rugby, tu vois. On se tamponne, et puis après, allez, on va boire un coup quand même. C'est ça que j'aime bien dans ce sport. J'imagine pas trop de raclure dans ce sport. Il y en a bien entendu, mais certainement pas plus qu'ailleurs, et je pense même un peu moins. J'arrive facilement à sentir si les gens sont mauvais ou pas, et en général, les mecs sont très sympathiques. Après, ils nous montrent ce qu'ils veulent à travers la caméra, et même moi, là, si ça se trouve, je joue un jeu. Mais non, les gens m'apprécient parce que je suis quelqu'un d'authentique. Et souvent, quand ils me voient dans la rue et qu'on va discuter 5-10 minutes, ils me disent « Tiens, c'est marrant, t'as les mêmes blagues qu'en vidéo. » Je fais « Oui, frérot, je suis le même. Hein. Je vais pas jouer un jeu. » Et dans ce sport, de toute façon, tu peux pas tricher. Hein. Et j'aime pas que ça triche. C'est pour ça que je me protège aussi dans mes vidéos. C'est parce que j'aime bien quand ça cogne. C'est pas, comme je dis souvent à mes élèves, quand je leur montre une technique, je fais « Oh, on fait pas de l'aïkido là !» Non, parce que je les touche à peine, parfois ils s'écroulent. Je fais « Attends, que tout le monde comprenne la technique. » J'ai rien contre l'aïkido, je trouve ça très stylé. C'est très joli. Mais voilà. Ils exagèrent les mouvements exprès. C'est dans ce sens-là que je le dis.
Donc la sincérité dans la vie et sur le ring. Voilà, je pense que ça manque pas mal à ce monde, mais c'est aussi nécessaire parfois pour certaines personnes de cacher qui ils sont, parce que peut-être que s'ils se montraient tels qu'ils étaient, ils seraient soit inintéressants, soit ce seraient des mauvaises personnes. Donc on est amené à prendre sur nous pour ne pas tout montrer, ou sinon... Mais je crois que c'est Voltaire qui disait que si tout le monde disait la vérité en tout temps, il n'y aurait plus un seul ami sur Terre. Je crois que c'est Voltaire, ça a vérifié, mais j'aime bien cette formulation. Ouais, bah non, mais c'est clairement ça. Ouais. On se rogne tous un peu nos personnalités pour qu'il y ait un ciment entre nous. Moi, tu vois, ce que j'aime bien au club, c'est qu'on dit les choses. Et tu vois, les gens, ils me trouvent souvent chambreur, mais on dit les choses à travers de la chambre, tu vois, sans être méchant, mais faire passer les choses de façon subtile, ça permet de, un, dédramatiser, deux, de ne pas se prendre la tête, et trois, on se marre, quoi. Mais justement, par rapport à la chambre, il y avait un podcast que j'écoutais où en gros le gars disait mais en fait c'est jamais anodin de chambrer ou de faire des vannes, et c'est aussi pour ça que dans les métiers durs généralement, n'importe lesquels, maçonnerie, des marins pêcheurs, n'importe quoi, c'est très important de chambrer en tout temps, parce qu'en fait ça permet de voir si la personne est même solide dans sa tête suffisamment pour, si tu la chambres et qu'elle prend la mouche directement, c'est déjà qu'elle est assez instable, et c'est donc dangereux de l'avoir avec soi dans des métiers durs. Est-ce que même peut-être tu l'utilises un petit peu aussi pour ça, dans le sens, si jamais à un moment donné, et ça a dû t'arriver pas mal de fois aussi, où tu chambres quelqu'un et la personne prend la mouche immédiatement et du coup ça devient bizarre, comment tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que t'en tires? Bon, déjà, par exemple, c'est vrai qu'en médecine, ils se chambrent beaucoup. Beaucoup de blagues de potache, parce qu'il faut se détendre aussi. C'est un métier qui est difficile et ils sont face à la mort souvent, donc voilà. Et comme tu l'as dit, c'est intéressant, ça permet effectivement de voir si le mec a les pieds sur terre. Quand je chambre quelqu'un, ça arrive, je le fais beaucoup moins avec des gens que je ne connais pas. Souvent je le fais, j'aime bien le faire avec n'importe qui, et j'arrive à jauger le degré de chambre. Tu vois, ça va de 0 à 10, pareil, c'est comme pour le physique. Tu veux que je te note ou pas ton physique? Et c'est un ouf. Et du coup, c'est assez subtil, tu vois, c'est un peu comme Baffy, tu vois, qui fait ses conneries. Parfois il te dit des horreurs, et puis ça passe pas. Enfin, et souvent ça passe, d'ailleurs, pardon. Parce que c'est bienveillant peut-être aussi. Ouais, où les gens savent que c'est Baffy, alors ils savent que c'est de la déconne. Tu vois, par exemple, parfois j'ai fait des blagues, c'est pas passé, il y a des gens qui sont devenus fous. Ouais, comment t'as osé? Bien sûr que c'est des blagues, parfois ça passe pas. L'humour, c'est une des choses les plus difficiles à maîtriser, en ce sens que on joue sur un fil qui est très ténu. Faut pas être trop graveleux, faut pas être trop sérieux, il faut pas être trop méchant, ni trop gentil, tac. Mais c'est un peu comme la séduction. Si t'es trop passif, trop mou, trop mielleux, ça marchera pas. Il faut aussi être un peu agressif, entre guillemets. Avec les nanas, il faut un petit peu leur rentrer dedans au sens littéral, hein, pas propre, calmez-vous messieurs. Donc faut bousculer un petit peu les gens, faut créer des choses, faut créer des émotions. C'est aussi un peu le rôle de YouTube, c'est aussi un peu le rôle, c'est un média de divertissement aussi. Donc comme tu l'as bien dit, il faut trouver ce mélange entre divertissement et sérieux. C'est ce que je fais bien, je pense, parce que c'est le média sport, arts martiaux et sport de combat en général, numéro 1 en France. Là, vous êtes numéro 1, tout ce qui est actualité du MMA, vous êtes très fort. Moi, j'aime beaucoup votre boulot d'ailleurs. N'hésitez pas à vous acheter cette magnifique casquette La Sueur. Hein. Ils m'ont promis 5% dessus. Et même maintenant, on fait des placements de produits. Ah ouais, non, c'est magnifique, hein. C'est du velours là. Mais... Donc voilà, je suis pas venu pour rien. Et par rapport à... Aussi, on parlait du coup du dépassement de soi, etc. C'est une des vidéos aussi qui a le plus cartonné que tu as faite. Et c'est vrai que je parle du Major Gérald parce que je l'apprécie énormément, mais surtout, dans cette vidéo, tu as vraiment jonglé aussi, quoi. T'as douillé comme rarement, j'ai l'impression. Tu me dis, hein. Ah non, mais tu m'étonnes. Mais voilà, et justement, je voulais avoir en vrai cette réaction, maintenant à froid, sur cette expérience, parce que ça avait l'air
d'être une folie, quoi. Bah, ouais, au-delà d'être une folie physique, parce qu'en fait, il te pousse à tes limites. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des 1500 mètres ou des 3000 mètres, pleine balle, bah, essaye d'en faire plusieurs sur une journée, tu verras ton état de fatigue. Et puis c'est aussi une fatigue psychologique. Je viens de Paris, je me déplace, je vais à la Légion étrangère. Les mecs là-bas, ils sont connus pour pas être des enfants de cœur, on va dire, hein, et c'est un doux euphémisme. Donc ça fait peur aussi. Hein. Je vous rappelle que je suis quelqu'un d'assez peureux. Donc être dans ce milieu-là, voilà, moi je fais du sport de combat. C'est du jeu. Hein. Eux, ils envoient des grenades dans des bus, par exemple. Hein, où ils massacrent quelqu'un avec un couteau. C'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Donc ouais, il y avait une espèce de tension psychique. Voilà, j'ai dû me battre avec 2 légionnaires. J'ai dû combattre le sous-boss, hein, le général, je ne sais plus comment il s'appelle, Jérémy en tout cas, lieutenant, un truc comme ça, qui était un combattant professionnel aussi. Et après, avant de me cogner le major Gérald. Donc ouais, non, puis j'ai pas beaucoup dormi, fait se lever tôt. La veille, j'avais une autre vidéo avec Marc Notari, mon pote, là, qui est très costaud. Donc quand tu vas chez les autres aussi, j'aime bien aller recevoir les gens à domicile dans mon club. Comme ça, bah, je suis chez moi, je suis bien. Je suis dans un petit cocon, je serai plus performant. Quand tu dois aller combattre à l'extérieur, c'est plus dur, c'est pas ton environnement. Il n'y a pas les regards que tu connais, il n'y a pas les petites blagues qui peuvent te détendre, tu n'as pas ton siège à titrer. Donc tout ça mélangé, j'ai été au bout de ma vie à la fin de la vidéo. Alors je me dis, bon, les gens sont vous êtes quoi, vous aimez me voir souffrir, c'est ça? Sadique. Oui, c'est ça, des sadiques, vous êtes des sadiques. Et moi, je suis votre masochiste en chef. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment ça, mais bon. Là, il y avait tout, là, il y avait de l'émotion, l'intensité. Tu vois, les gars de l'armée, ils fascinent aussi. La Légion étrangère, c'est un corps militaire hors norme. Donc voilà, tout ça, ça fait un mélange détonnant pour engranger les vues, quoi. Est-ce qu'il y a une expérience que tu as eue dans les vidéos que tu as faites, donc avec des combattants pros, avec toutes sortes de personnes, de spécialistes, est-ce qu'il y a un moment où ça t'a choqué parce que tu t'es dit, peut-être même plusieurs fois, mais une en particulier, tu dis, ah oui d'accord, là je suis un bout de viande dont la personne ferait littéralement ce qu'elle veut, et ça t'a un peu fait flipper? Fait flipper, non. De toute façon, tout ça, je le dis encore dans mon livre, 19,90 € à la Et on y Fnac. reviendra ensuite. Ouais. Je suis pas là pour vendre mon livre, l'achetez pas, je n'ai rien à cirer. Un bout de viande, non. Parce que je suis un combattant complet. J'ai des faiblesses en anglaise, faiblesses aussi un peu en lutte. Ça reste des faiblesses sans être catastrophique. Donc quoi qu'il arrive, je peux quand même majorer un déficit grâce à d'autres aptitudes. Mais c'est sûr que, par exemple, la vivacité de Saladin Parnasse, je fais waouh, c'est chaud. La force brute de Thomas Loubersan, pareil, quand il t'attrape, le gars, allez, bonne nuit. La technicité au sol, par exemple, du Rousseau, c'est incroyable. Waouh. Qui d'autre? Tu vois, il y a. Voilà, c'est ces 3 gars qui m'ont, par exemple, qui m'ont donné envie de m'améliorer, les autres aussi. Mais tu vois, après Saladin, j'ai beaucoup travaillé mon anglaise. Elle est toujours pas fabuleuse, mais elle est bien meilleure. Et puis avec Luc Rousseau, en fait, j'ai compris que je m'étais endormi sur mes lauriers et que la technique avait progressé. Et en grappling, c'est quelque chose d'assez incroyable, cette explosion de la diversité des techniques que les gars se sont appropriés, notamment le jeu des leg locks, donc, avec les jambes, tout ça, j'étais pas du tout au point. Moi, je suis de l'ancienne école en jiu-jitsu brésilien.
passer la garde, contrôler, soumettre. Et en jiu-jitsu brésilien, on dit que l'étranglement, c'est la soumission des rois. Les clés de bras, c'est la soumission des reines. Et les clés de jambes, c'est la soumission du bas peuple, entre guillemets, tu vois. Donc c'était complètement délaissé. Et puis il y a des gars comme John Danaher qui l'a remis au goût du jour, qui est splendide. Des gars comme Craig Jones, ou Gilles Lachlan, que j'aime beaucoup. Donc j'ai appris, tu vois, Internet, ça peut être un outil formidable. Tu peux apprendre des choses de ouf. Donc j'ai été voir sur Internet comment ils faisaient, puis j'ai essayé de le reproduire à la salle. Et puis ensuite, voilà, mon niveau a encore progressé. Donc toi, j'ai 44 ans et je continue à progresser techniquement. Et puis physiquement, bon, je pense qu'on atteint un palier quand même assez tôt, à moins de se blesser, au risque de se blesser, il vaut mieux réduire un peu la cadence niveau physique, parce que tu peux te défoncer les genoux, le dos, donc j'atteins un bon niveau physique, je vais m'en contenter. Par contre, niveau technique, je pense que je pourrais progresser toute ma vie. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'aspect stratégique, technico-tactique. Donc comment faire en sorte de trouver une ouverture et de mettre en place des schémas qui vont permettre de mettre l'adversaire en difficulté. Plutôt qu'une technique simple, une technique. Non. Comme en lutte, le chain wrestling, tac, 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 tic, tac, tac, tac. Et ben, en boxe, c'est pareil. Je vais mettre mes bras comme ça va le faire décaler ici, je vais envoyer ça, ça va découvrir le foie, et puis tac, tac, tac. Puis au fur et à mesure, ouais, c'est un peu comme au poker, tu vois. Non, je vais miser, je vais te faire croire que... Puis à un moment, bah non. Là, c'était vrai pour le coup. Ouais. Et c'était pour le coup vraiment ma dernière question, même blague à part, mais sur le fait que tu aies voulu mettre tout ça sur papier, sur ta vie, etc. À quel moment est-ce que tu as ressenti ce besoin d'écrire sur ta vie et sur tes expériences ? La vérité, c'est l'éditeur qui était intéressé par le retour sur investissement. Parce que je suis quand même... quand tu parles à arts martiaux, au sport de combat en général, les gens vont dire « Ah, Greg Emma, oui, Greg Emma ». Bon, même si, tu vois, je ne suis pas la référence niveau palmarès, mais ah oui, Greg Emma. Ouais, auprès du grand public, voilà, c'est ça. Donc il y avait un marché qui était conséquent. Moi, j'ai écrit d'autres livres qui sont plus des essais. Ça me tenait à cœur. Tu vois. Bon, raconter ma vie, qui certes est intéressante, c'est pas hyper intéressant en soi. Tu l'as déjà vécu. Donc, en fait, tu te fais pas kiffer toi-même. Bon, par contre, c'est intéressant pour faire kiffer les gens. Donc, ma vie, elle est intéressante. Il y a eu des avant, des après. Il y a eu des grosses brèches, des gros coups durs. Il y a eu des remontées, des descentes. Ça peut en motiver certains à pas se morfondre toute leur vie à travers les vicissitudes que la vie peut apporter. Et puis au-delà de ça, du divertissement ou des anecdotes que j'ai pas pu présenter dans mes vidéos, tu vois, sur chaque combattant, une vision des arts martiaux aussi qui est intéressante dans ce livre. Voilà. Après, c'est pas ce que j'ai fait de meilleur dans ma vie, mais c'est bien. C'est pas, voilà. Greg, merci beaucoup pour cet entretien. Merci la sueur. 12,20 €. C'est combien ça ? Je sais même pas. On sait pas. Merci à vous. À bientôt. Merci la sueur. I'm fucking coming for you!